Bonjour, bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre webconférence. Merci d'être encore très nombreux aujourd'hui pour cette dernière webconférence avant l'été. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thème qui suscite souvent de nombreuses questions et parfois même une certaine appréhension, la procédure de licenciement pour inaptitude. Pour me présenter, je suis Élodie Deliste, je suis directrice marketing et édito chez Jury Travail et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Alexandra est juriste spécialisée en droit du travail et chez nous depuis plus de 9 ans. Et si vous êtes habitué à nos webconférences, vous avez déjà dû croiser la rigueur et l'expertise d'Alexandra. Ses explications sont toujours claires, accessibles et concrètes. Et vous pouvez également retrouver de nombreux contenus qu'elle a rédigés au sein de notre base documentaire. Je suis également accompagnée par Marine sur le chat, qui est en charge des interactions au clavier. Elle sera là tout au long de la session pour répondre à vos questions par écrit, relayer les questions auxquelles nous répondrons en fin de conférence, ou bien partager des documents issus de notre base documentaire. Alors, justement, vos questions sont les bienvenues tout au long de la présentation. Notre objectif est simple, vous aider à y voir plus clair sur la procédure de licenciement pour inaptitude, les différentes étapes clés et les points de vigilance à ne pas négliger. Je rappelle que cette webconférence est destinée aux professionnels, RH, dirigeants, aux managers. Et si vous êtes un particulier et que vous avez des questions, je vous invite à contacter directement nos avocats partenaires. Marine va vous mettre les liens et les numéros de téléphone pour pouvoir contacter directement un avocat si vous en avez besoin. Donc, pour les professionnels, si votre question concerne une situation personnelle ou confidentielle, vous pouvez utiliser le petit bouton J'ai une question. Là, vous accéderez à un formulaire sécurisé. Votre message sera transmis directement à notre équipe de juristes et qui vous rappelleront rapidement. Pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat à droite. Et puis, on fera au mieux avec Alexandra pour répondre à vos questions pendant le webinaire ou en fin de session. Une dernière précision, le support qu'on vous présente en même temps, c'est un support qui a été créé pour être accompagné d'explications d'Alexandra. Donc, si vous souhaitez le recevoir, cliquez sur je veux le replay. Il y a un petit bouton je veux le replay. Il y a un petit formulaire et le replay. Comme ça, vous pourrez avoir l'ensemble de notre documentation. Nous allons bientôt commencer, mais avant, je prends quelques minutes pour vous parler de Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans, même 21 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, en gestion des ressources humaines, qui accompagne les employeurs, les RH, les managers, les dirigeants d'entreprise dans toutes leurs démarches juridiques. Jury Travail, c'est une équipe de 50 juristes, tous diplômés Bac+5, qui accompagnent chaque jour plus de 3000 clients dans tous les domaines de droit. Alors, on parle beaucoup de droit social, évidemment, mais aussi droit fiscal, droit des sociétés ou droit des affaires. Nous proposons 2 formules d'abonnement que je vous mets en ligne, qui sont adaptées aux besoins de votre entreprise. Et quel que soit l'abonnement choisi, vous avez accès à l'intégralité de notre base documentaire, donc y compris les dossiers dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Un point fort de nos abonnements, souvent plébiscité par nos clients, c'est les alertes des conventions collectives. En fait, à chaque fois qu'il y a une modification pour vos conventions collectives, vous allez recevoir un mail et ça vous permet de rester à jour facilement. C'est surtout intéressant pour des conventions collectives qui changent souvent, notamment la Syntec par exemple ou la métallurgie. Et je vous partage aussi le bon plan pour l'été. Notre abonnement premium passe à un prix réduit et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Le numéro est sur toutes les slides et donc le numéro est sur toutes les slides et vous pouvez aussi directement cliquer sur le lien que vous partage Marine. Je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de son. Il faut actualiser la page et normalement, il y a un assistant Webikio qui va venir vous aider si jamais vous avez encore des problèmes. Alexandra, ça y est, nous allons pouvoir commencer. Chaque année, plus de 150 000 avis d'inaptitude sont émis par les médecins du travail. C'est une source Santé publique France. 81% concernent des salariés de plus de 45 ans. Et selon l'assurance maladie, ce nombre augmente de 2 à 3% par an, notamment en raison du vieillissement de la population active et de l'augmentation des troubles musculo-squelettiques. Ces chiffres montrent bien que l'inaptitude n'est pas un sujet isolé. Chaque année, de nombreux employeurs y sont confrontés, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. D'ailleurs, dans nos équipes de juristes, il y a beaucoup de questions sur l'inaptitude. C'est aussi pour ça que nous avons décidé d'organiser cette webconférence.
Ces procédures restent relativement peu fréquentes dans la vie d'une entreprise, mais elles sont quand même complexes à gérer, tant juridiquement qu'humainement, puisqu'il y a quand même cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Alors, on a décidé d'un plan en 5 parties avec Alexandra. On commencera par la définition de l'inaptitude, afin de bien comprendre de quoi il s'agit juridiquement. Ensuite, nous verrons comment l'inaptitude est constatée et déclarée par le médecin du travail. C'est une étape indispensable. Ensuite, nous aborderons l'obligation de reclassement. La question de que faire si le salarié inapte refuse la proposition de reclassement, c'est une situation qui arrive, hein, que vous pourrez rencontrer. Et enfin, nous détaillerons la procédure de licenciement pour inaptitude et donc étape par étape. La première question, Alexandra, c'est donc qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude? Que signifie être inapte à son poste de travail? Alors, donc l'inaptitude, en fait, c'est simplement, pour faire clair, c'est l'impossibilité physique ou mentale d'un salarié à occuper son poste de travail. Donc l'inaptitude, elle peut être la conséquence aussi bien d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais également la conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnelle. Donc il faut savoir que c'est le médecin du travail qui constate cette inaptitude et lui seul. Donc c'est-à-dire que le médecin traitant du salarié ne peut pas délivrer un avis d'inaptitude. Cette inaptitude, elle peut être constatée à l'occasion de plusieurs visites. Donc, ça peut être généralement à l'occasion d'une visite de reprise qui fait suite à un arrêt de travail, mais aussi à n'importe quel moment au cours du contrat. Donc, par exemple, à l'occasion d'une visite périodique ou aussi d'une visite qui a été sollicitée par le salarié lui-même. Le salarié peut aussi être déclaré partiellement inapte à reprendre son travail, mais également totalement inapte selon les conséquences que l'accident ou la maladie a sur son état de santé. Et enfin, il faut savoir aussi que l'inaptitude, elle peut être temporaire ou définitive. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Quelle différence entre inaptitude professionnelle et inaptitude non professionnelle? Alors, la première différence entre l'inaptitude professionnelle et non professionnelle, c'est évidemment l'origine de l'inaptitude. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'inaptitude, elle peut être soit d'origine professionnelle. Dans ce cas-là, l'impossibilité physique ou mentale du salarié à occuper son poste, c'est la conséquence directe d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et à l'inverse, elle peut aussi être d'origine non professionnelle. Et donc, non, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. L'origine peut être soit professionnelle, donc l'inaptitude dans ce cas-là va relever de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ou soit elle peut être non professionnelle. Et dans ce cas-là, l'impossibilité physique ou mentale du salarié à occuper son poste de travail va être la conséquence d'un accident ou d'une maladie qui relève en fait du travail. Donc voilà, ça c'est la première différence. Et à l'inverse, on a aussi une autre différence, c'est le montant des indemnités qui sont versées aux salariés en cas de licenciement pour inaptitude. Quand vous avez une inaptitude professionnelle, il faut savoir que le salarié a le droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement classique. Et lorsque l'inaptitude est non professionnelle, là, vous devez verser à votre salarié une indemnité de licenciement classique. Le montant n'est pas doublé. Ça, c'est la deuxième différence. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre différence sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est quelle est la différence entre l'inaptitude et l'invalidité? Alors, donc l'inaptitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est reconnue par le médecin du travail uniquement, alors que l'invalidité, elle est constatée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'invalidité, elle est déclarée lorsque la capacité de travail du salarié est réduite et en raison d'une maladie ou d'un accident dont l'origine n'est pas professionnelle. Faut savoir aussi que le classement en invalidité du salarié n'a pas de conséquences directes sur le contrat de travail. C'est une notion de droit de la sécurité sociale et pas une notion de droit du travail. Donc finalement, le classement en invalidité d'un salarié,
il obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique qui est différent. Qui dit invalidité ne veut pas forcément dire qu'il y a une inaptitude. Un salarié en invalidité, n'est pas forcément inapte au travail et inversement. Un salarié inapte au travail ne bénéficie pas systématiquement d'une pension d'invalidité. Ok. Il faut savoir que si le salarié inapte est également classé en invalidité, vous devez tout de même rechercher des possibilités de reclassement lorsqu'il y a un avis d'inaptitude qui est émis. On va revenir sur cette obligation de reclassement un peu plus tard au cours de la webconférence. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a déjà 2 questions. Il y a Laure qui nous demande: quid des accidents de trajet? Alors, les accidents de trajet, c'est un petit peu quelque chose qui est hybride entre le professionnel et le non professionnel. Un accident de trajet est assimilé à un accident du travail. Donc, on considérera que l'accident de trajet a une origine professionnelle, mais il y a plusieurs particularités, notamment en ce qui concerne les indemnités et la procédure qui peuvent exister en matière d'inaptitude. D'accord. Et il y a une deuxième question d'Annabelle qui demande: non professionnel, c'est une maladie non professionnelle, n'est-ce pas? Oui, c'est une maladie ordinaire. Oui, une maladie, par exemple, je sais pas, votre inaptitude peut résulter, par exemple, d'un cancer, malheureusement, qui ne trouve pas son origine. Ce cancer n'est pas lié à votre activité professionnelle. Dans ce cas-là, là, on parlera d'inaptitude non professionnelle. Merci beaucoup, Alexandra, et merci beaucoup pour vos questions. On va continuer. Je voulais juste vous parler de notre dossier. Marine va vous envoyer le lien. C'est un dossier qu'on a sur Jury Travail qui aborde justement ces thématiques des définitions de l'inaptitude, la constatation de l'inaptitude, les obligations de reclassement, la procédure de licenciement pour inaptitude et les indemnités dues aux salariés licenciés pour inaptitude. Dedans, vous allez avoir plusieurs modèles de lettres qui vous éviteront en fait de faire des erreurs ou d'être imprécis dans vos courriers et vous feront aussi gagner pas mal de temps. Donc Marine vous met le lien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis voilà, j'espère qu'il vous sera utile. On va passer à la deuxième partie sur la constatation et la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Et la première question que j'ai envie de te poser, Alexandra, c'est: quelle procédure suit le médecin du travail pour déclarer le salarié inapte? Alors, donc pour rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude, le médecin va vérifier plusieurs points. Donc, il va réaliser généralement, avant de recevoir le salarié en consultation, une étude du poste de travail occupé par le salarié, mais également une étude des conditions de travail dans l'entreprise. Donc, ces études, elles peuvent être réalisées par un questionnaire, par exemple, qui va être envoyé à l'employeur et ou au salarié. Parfois, le médecin du travail envoie ce questionnaire aux deux parties. Donc, ces études vont permettre au médecin du travail, lorsqu'il va recevoir ensuite le salarié en consultation, d'établir si l'état de santé du salarié est compatible ou non avec le poste auquel il est effectivement affecté. Le médecin du travail doit aussi réaliser un échange avec vous sur les éventuelles mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste qu'il est possible de mettre en place, ou encore sur la nécessité de proposer un changement de poste au salarié si après examen médical, il s'avère qu'il en a besoin. Donc cet échange, il faut savoir qu'il peut très bien se faire par téléphone. Généralement, c'est ce qui est plus rapide et qui est pratiqué par la médecine du travail. Et enfin, le médecin du travail, bien évidemment, va recevoir aussi le salarié en consultation. Donc, généralement, un seul examen médical suffit pour constater une inaptitude, mais si le médecin du travail estime que c'est nécessaire, il peut tout à fait organiser un second examen, un examen complémentaire. Et dans ce cas-là, ce second examen est réalisé dans les 15 jours maximum suivant le premier examen. Et c'est après ce second examen que sera notifié l'avis d'inaptitude si besoin. D'accord. Si le médecin du travail rend un avis d'aptitude,
c'est simple, le salarié reprend son travail. Par contre, s'il délivre un avis d'inaptitude, celui-ci va être accompagné de conclusions écrites du médecin du travail et assorti d'indications relatives au reclassement du salarié. Donc là, le médecin du travail va pouvoir proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste et aussi recommander éventuellement un changement de poste. Et enfin, il va pouvoir aussi mentionner dans l'avis, ça arrive, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas à reclasser le salarié. On va y revenir également. D'accord. Merci beaucoup, c'est très clair. Qui doit être à l'initiative du rendez-vous avec le médecin du travail? Est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est l'employeur? Alors ça dépend. Quand on a une visite de reprise qui fait suite à un arrêt de travail, là c'est l'employeur qui est à l'initiative de la visite avec le médecin du travail. Oui. Par contre, si le salarié peut aussi, au cours de son contrat, pas forcément à la suite d'un arrêt, mais n'importe quand, demander à consulter le médecin du travail pour X raisons et un avis d'inaptitude peut être délivré à cette occasion-là. Et dans ce cas-là, on voit bien que c'est le salarié qui a été à l'initiative de la visite. Donc ça dépend. Tout va dépendre l'origine de la visite qui est mise en place à la base. D'accord. Pour tout ce qui est question concernant les reclassements et les étapes, on en parle plus tard dans la webconférence, donc on y reviendra tout à l'heure. Pour ceux qui nous suivent souvent, vous savez qu'avec Alexandra, on a l'habitude de faire des petits sondages pendant la webconférence, et là, c'est le premier. C'est un premier vrai-faux. La question est, l'employeur peut contester l'avis d'inaptitude. Donc, vous voyez normalement un petit onglet s'ouvrir avec la question. C'est pas la peine d'y répondre dans le chat. Vous pouvez utiliser directement le vrai-faux. Ah voilà, ça y est, il y en a qui répondent. Donc, l'employeur peut contester l'avis d'inaptitude rendu. On laisse quelques instants pour que tout le monde puisse y réfléchir et répondre. Là, on a une petite cinquantaine de réponses et comme vous êtes près de 300, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. Ça permet à Alexandra de reprendre un petit peu l'air avec cette chaleur. Alors, hop, ça se rapproche. On se rapproche des 50-50, on est à 45-55. C'est plutôt mitigé. Voilà. On a 110 participants. Je pense qu'on va pouvoir fermer les votes. Voilà. Non, vous voyez les résultats. 56% vrai, 44% faux. Je donne la réponse. Je sais pas, on peut faire monter le suspense, mais je pense que c'est pas mal. Allez, eh bien c'est vrai. En effet, vous avez tout à fait la possibilité de contester cet avis d'inaptitude. Cette contestation, elle doit se faire devant le conseil de prud'homme et vous avez donc un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail pour contester cet avis. La contestation, faut savoir, donc elle peut porter sur les avis, les propositions, les conclusions écrites et les indications qui ont été formulées par le médecin du travail et qui reposent sur des éléments de nature médicale. Donc, le conseil de prud'homme va saisir le médecin inspecteur du travail qui est territorialement compétent pour en fait être éclairé sur les questions de fait qui relèvent de la compétence du médecin inspecteur. Vous pouvez aussi demander, sachez-le, à ce que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites du médecin, à ce qu'elles vous soient notifiées, à ce qu'elles soient notifiées au médecin que l'employeur a mandaté à cet effet. Donc en fait, vous pouvez mandater un médecin du travail pour demander à ce que soient communiquées toutes ces conclusions au CPH pour l'aider à prendre sa décision. Donc le conseil de prud'homme va statuer selon la procédure accélérée au fond et va rendre une décision qui en fait va se substituer aux avis, propositions qui ont été formulées par le médecin du travail. Donc en gros, elles s'appliqueront
en priorité sur les indications et recommandations qui ont été faites par le médecin du travail. Par contre, sachez que cette procédure, elle n'est plus gratuite depuis 2017, depuis le 1er janvier 2017. Mais sachez aussi que dans certains cas, le conseil de prud'homme peut décider de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas abusive. Donc, c'est-à-dire que si vous avez formulé une action en justice pour contester cet avis d'inaptitude et que votre action était tout à fait fondée et n'était pas abusive, vous n'aurez pas forcément, si vous perdez cette action, vous n'aurez pas forcément à régler les frais d'expertise et les honoraires qui, logiquement, auraient dû être à votre charge. D'accord, merci beaucoup. Il y a Séverine qui nous dit qu'il y a beaucoup de pénurie de médecins, inspecteurs régionaux et c'est très complexe. Et oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus et c'est assez compliqué pour les employeurs. On va passer à la troisième partie sur l'obligation de reclassement. Justement, tout à l'heure, il y avait une question déjà sur cette obligation. Et alors, explique-nous, s'il te plaît, Alexandra, en quoi consiste. Alors, donc, l'obligation de reclassement, elle consiste en fait à proposer aux salariés déclarés inaptes un autre emploi que celui qu'il occupait précédemment pour éviter son licenciement. Donc, cette obligation, elle vous incombe peu importe que l'origine de l'inaptitude soit professionnelle ou non professionnelle et peu importe également que l'inaptitude soit temporaire ou définitive. Faut savoir aussi que c'est une obligation de moyens et non de résultats. Donc, autrement dit, vous devez évidemment tout mettre en œuvre pour reclasser votre salarié déclaré inapte, mais vous n'avez pas l'obligation d'y parvenir si ce n'est pas possible. D'accord. Et l'employeur est-il toujours tenu de rechercher un reclassement avant de licencier un salarié inapte ? Alors justement, on a 2 cas qui existent et qui peuvent vous permettre d'être exonéré de votre obligation de reclassement et de procéder directement au licenciement pour inaptitude du salarié. Alors ces 2 cas, donc je vais vous citer des formulations qu'il est important de bien prendre en compte. Donc ça va être le cas lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Et ça va être également le cas lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Donc, soyez vigilants quant à la formulation de cette mention, enfin de l'une de ces 2 mentions inscrites sur l'avis d'inaptitude, car en fait, on marche un petit peu sur des œufs. À quelques mots près, il se peut en fait que vous ne soyez pas dispensé de votre obligation de reclassement. Je m'explique. Je vais retracer un petit peu le contexte jurisprudentiel de ces dernières années. On a eu un arrêt qui datait du 13 septembre 2023, dans lequel la Cour de cassation a estimé que pour que l'employeur soit dispensé de son obligation de reclassement, il fallait que la mention figurant sur l'avis d'inaptitude soit au mot près l'une de celles que je vous ai mentionnées précédemment, et vraiment au mot près. Donc, si ce n'est pas le cas, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de reclassement et le licenciement prononcé, le cas échéant, n'est pas valable. Donc ça, c'est ce que nous a dit la Cour de cassation en 2023. Dans cette affaire, l'avis d'inaptitude comportait la mention « Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. On avait dans cette entreprise au lieu de dans un emploi. Et donc, cette formulation, elle supposait que le maintien dans un emploi au sein de cette entreprise en particulier pouvait être gravement préjudiciable pour la santé du salarié, mais elle ne signifiait pas que le salarié ne pouvait pas être reclassé dans un emploi au sein d'une autre entreprise du groupe. Donc ça va concerner le cas, par exemple, vous avez une entreprise qui appartient à un groupe et qui est donc composée de plusieurs entreprises. Et donc, une telle formulation sur l'avis d'inaptitude n'empêchait pas, en fait, le reclassement du salarié dans un emploi au sein d'une autre entreprise du groupe. Mais comme la Cour de cassation change beaucoup d'avis, on a eu un autre arrêt le 12 février 2025, donc c'est un arrêt qui est récent,
Et là, en fait, la Cour de cassation semble avoir assoupli sa position. Elle a en fait admis, en février 2025, qu'une mention pas totalement identique soit tout de même considérée comme équivalente et exonère du coup l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement. Donc là, dans cette affaire de février 2025, le médecin du travail n'a pas repris la mention expresse qui est prévue par le Code du travail. Au lieu d'écrire que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a écrit que l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. Donc c'est une formulation qui est beaucoup plus longue que celle qui est fixée par le Code du travail. Mais là, la Cour de cassation a considéré que cette mention, en fait, était équivalente à ce qui est prévu par le Code du travail. Donc au final, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc au final, si la mention n'est pas identique au Code du travail, ce que je peux vous recommander, c'est de vous rapprocher directement de la médecine du travail pour savoir exactement ce que la formulation qui est inscrite sur l'avis d'inaptitude implique en termes de reclassement, voire même de contacter en fait un avocat pour être vraiment sûr que vous soyez dispensé de votre obligation de reclassement, parce que si ce n'est pas le cas, le licenciement qui sera prononcé sur la base de ce que vous pensiez être une dispense de recherche de reclassement, en fait, le licenciement ne sera pas valable. Oui. Donc, ça peut du coup avoir des conséquences ensuite préjudiciables pour votre entreprise. Oui, tout à fait. Alors, je vous redis les deux versions. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Et donc, si j'ai bien compris, on peut rajouter cette troisième phrase qu'a écrit l'avocat en 2025, le médecin en 2025. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise, filiale et holding compris, et le rend inapte à tout poste. C'est très précis et comme tu dis, il faut faire très attention. Alors, maintenant, on est dans le cas où on recherche un reclassement. Quel type d'emploi vous pouvez proposer aux salariés dans le cadre de votre obligation de reclassement? Alors, l'emploi qui doit être proposé dans le cadre de cette obligation de reclassement, il doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié. Donc, au besoin, il va falloir mettre en place des mesures telles qu'une mutation, un aménagement de poste, une adaptation ou une transformation du poste du travail, voire même éventuellement un aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement d'un salarié inapte, elle vise les postes qui sont disponibles dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'imposer à un autre salarié la modification de son contrat de travail pour rendre un poste disponible pour le salarié à reclasser. Faut savoir aussi que l'ensemble des tâches qui sont confiées à des stagiaires, ces tâches-là ne constituent pas un poste disponible, puisqu'en fait, les stagiaires, vous le savez, ne sont pas des salariés de l'entreprise. Ils ne font à la base que suivre une formation au sein de votre entreprise. Et donc, à ce titre, vous ne pouvez pas proposer le poste occupé par un stagiaire à un salarié déclaré inapte. D'accord. Si vous ne pouvez pas offrir un poste de reclassement comportant une modification du contrat, vous devez en faire la proposition au salarié quand même qui est en droit de refuser. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez proposer aux salariés un poste qui nécessite par exemple un changement de domicile. Vous pouvez également proposer aux salariés un poste précaire tel qu'un contrat à durée déterminée pour remplacement. Vous êtes d'ailleurs même dans l'obligation de le faire s'il n'y a aucun autre poste qui est disponible, même s'il s'agit en fait d'un contrat précaire. Et enfin, sachez aussi que tous les postes comparables doivent être proposés aux salariés inaptes, même s'ils relèvent d'une catégorie d'emploi supérieure ou à l'inverse d'une catégorie d'emploi inférieure à celle qui est détenue par le salarié. Très clair, merci beaucoup. Tu parlais de déménagement. Quel est le périmètre géographique des recherches de reclassement? Alors, question intéressante. Le périmètre géographique, alors, sachant que le reclassement, donc aussi, on va y revenir un peu après, donc je ne vais pas trop développer ici, mais si c'est une entreprise qui n'appartient pas à un groupe et que c'est une entreprise isolée, là, du coup, il n'y aura pas forcément de reclassement possible, parce que si vous n'avez qu'une entreprise et qu'il n'y a pas de poste disponible dans cette entreprise,
malheureusement, la recherche de reclassement va s'arrêter là. Par contre, si l'entreprise appartient à un groupe, là, en termes de périmètre de reclassement, à ma connaissance, il n'y a pas forcément de choses qui est fixée par le Code du travail. Peut-être qu'il y a des jurisprudences, mais là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent. Il faudrait que je fasse quelques recherches supplémentaires. Mais ce que nous dit le Code du travail, c'est que le reclassement peut se faire dans une autre entreprise qui appartient au groupe. Donc, rien comme ça n'empêche, si voilà vous habitez, si vous travaillez, si votre salarié travaille à Clermont-Ferrand, votre entreprise est à Clermont-Ferrand, rien ne vous empêche de proposer un poste de reclassement, par exemple, dans une entreprise qui se situe à Lyon, par exemple. Donc là, le Code du travail, là-dedans, n'interdit pas. Donc on va revenir un petit peu sur le périmètre de reclassement après, mais voilà. Ça marche, merci beaucoup. On va passer à un autre vrai-faux. Alors, l'employeur doit tenir compte. Alors, hop, c'est cette question-là, voilà. Doit tenir compte des souhaits des salariés pour formuler ses propositions de reclassement. Donc, pareil que tout à l'heure, vous avez une petit onglet sondage qui s'est ouvert avec la proposition. Vous pouvez répondre par vrai ou par faux. Et ça y est, c'est parti. Tout le monde peut jouer. Et du coup, Élodie, Ouais. la question d'avant sur le périmètre, c'était pas la question de quelqu'un qui nous écoute? Non. Ah mince. Parce que justement, je voulais pas trop développer parce qu'on allait y venir. Voilà. Donc, quel est le périmètre géographique des recherches de reclassement? Je me suis dit, c'est bizarre, on a travaillé cette question. Oui, je pensais que c'était une question d'une personne qui nous écoutait, donc je voulais pas trop en dire. Bon, du coup, je vais développer un petit peu plus en attendant que vous répondiez au vrai faux. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Tout dépend si l'entreprise appartient à un groupe ou non. Si l'entreprise n'appartient pas à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte, du coup, doit être recherché parmi les emplois qui sont disponibles dans l'entreprise. Et donc, cette obligation de reclassement, elle est limitée au territoire national, donc les entreprises qui sont établies en France. Et par contre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, là encore, l'obligation de reclassement, elle est limitée au territoire national. Donc, si vous avez un groupe qui est international, vous n'avez pas l'obligation de rechercher un poste de reclassement dans une entreprise qui se situe à l'étranger. Et les postes de reclassement, du coup, doivent être recherchés au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national, puisque l'obligation de reclassement ne s'étend plus maintenant jusqu'aux sociétés étrangères de ce même groupe. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Vous deviez avant rechercher une solution de reclassement s'il n'y avait pas en France. Vous deviez rechercher une solution de reclassement dans les entreprises étrangères, mais aujourd'hui c'est terminé, ce n'est plus le cas. Donc retenez voilà que le reclassement est limité au territoire national. Et il y a Aurélie qui demande, est-ce que c'est soumis à l'accord du salarié car la clause de mobilité ne se présume pas? Évidemment, s'il y a un changement de domicile, du coup, qui est engendré par cette proposition de reclassement, il faudra qu'il y ait l'accord du salarié et le salarié peut tout à fait refuser, on va y venir plus tard, une proposition de reclassement. Et dans ce cas-là, si le refus n'est pas abusif, vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude. On va y revenir un peu après. Ça marche, merci. Il y a aussi des questions sur les obligations de formation, sur qu'est-ce que j'ai vu d'autre, les CDD, CDI, on va y revenir aussi plus tard. Les différentes étapes en fonction du type de contrat du client. Alors moi, ça va pas mieux non plus. Je crois que la chaleur me. C'est la chaleur. M'attaque. Alors, je vais fermer le vote. Donc, on revient à notre question. L'employeur doit tenir compte des souhaits des salariés pour formuler ses propositions de reclassement, vrai ou faux? Majorité de faux à 72%. Et la réponse est faux. Ouais. Alors, je vais quand même développer un peu ici. Donc, vous pouvez effectivement tenir compte des souhaits du salarié pour restreindre le périmètre des recherches de reclassement, mais vous n'y êtes pas obligé. Voilà pourquoi du coup c'est faux. Mais par contre, vous pouvez tout à fait tenir compte des souhaits du salarié. Par exemple, vous n'avez pas à étendre vos recherches de reclassement aux sociétés du groupe lorsque le salarié a refusé des postes présentés en France en raison de leur éloignement de son domicile. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais avant. Et ça, c'était un arrêt de la Cour de cassation qui date du 23 novembre 2016. Également, lorsque le salarié a exprimé la volonté de ne pas être reclassé au niveau du groupe, vous pouvez tout à fait en tenir compte et du coup ne pas lui proposer de poste de reclassement au niveau du groupe. Si c'était son souhait, c'est pas la peine.
Et Voilà. tout à l'heure, tu parlais du territoire national. Est-ce que c'est France métropolitaine ou est-ce que c'est France métropolitaine plus dom-tom? Bonne question, je ne sais pas. Euh, ça m'embête cette question. Pardon. J'aurais peur de répondre une erreur. Faudrait que je cherche. Mais tu sais, on fera Franchement, je sais pas. quand C'est une bonne c'est question. une bonne question. Merci Mélanie Ouais. donc. Ce qu'on va faire, Mélanie, c'est qu'on va se renseigner et puis on le mettra en question, enfin en réponse dans l'envoi de l'email de replay si vous êtes OK. Et pour vous inscrire à l'email de replay, il vous suffit de cliquer sur «Je veux recevoir le replay» et comme ça, on mettra la réponse directement dans le mail. C'est C'est très ça pour toi. intéressant, ouais. Je vais chercher, c'est une bonne question. Bah, c'est aussi ça les webconférences, ça nous permet aussi à nous de réfléchir à d'autres sujets. Super, merci beaucoup Mélanie. Et on va passer à la question suivante qui est: l'employeur est-il tenu de former le salarié inapte pour lui permettre d'exercer un nouveau métier? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas pris votre question, puisque, on avait prévu d'en parler directement. Alors oui, effectivement, le médecin du travail, il peut formuler des indications, sur l'inaptitude du salarié à bénéficier d'une formation, pour le préparer à occuper un poste adapté. Donc sur ce point, il faut savoir que dans le cadre de votre obligation de reclassement, vous n'êtes pas tenu de, donner au salarié une formation, différente, de sa formation de base et qui du coup, implique, un autre métier. Ce que vous devez faire, en fait, c'est permettre aux salariés, par le biais de la formation, d'occuper un poste connexe au poste précédemment occupé. Le but, ça va vraiment être pour le salarié d'avoir une valeur ajoutée et de continuer à évoluer professionnellement. Mais cette formation-là, elle n'a pas vocation à permettre aux salariés de maîtriser un nouveau poste qui relève d'un autre métier. Dans ce cas-là, la formation doit seulement apporter une complémentarité par rapport aux compétences de base du salarié. Et Marina demande si les coûts de cette formation ou de l'adaptation au poste peuvent être pris en charge par l'organisme de formation de l'entreprise, en l'occurrence. Alors après, oui, en matière de formation, il existe tout un tas de dispositifs où vous pouvez, en tant qu'entreprise, bénéficier d'aide, oui, effectivement. Donc après, il faut voir. Il me semble aussi qu'on peut tout à fait mobiliser le compte, le CPF, le compte De formation. compte personnel de formation du salarié. Il y a plein d'outils qui peuvent rentrer en compte pour aider à financer cette formation-là. Et donc, pour résumer, Siem, elle nous propose comme conclusion, donc formation pour évoluer, oui, mais pour une reconversion, non. Voilà, exactement, Voilà, c'est ça. très bon résumé, merci Siem. Alors, maintenant, on va passer à quel moment, à quel moment l'employeur doit-il formuler l'offre de reclassement? Alors, la proposition de reclassement, elle doit intervenir après la notification de l'avis rendu par le médecin du travail. Alors, vous allez me dire, c'est logique, et pourtant, on voit souvent des propositions de reclassement qui sont formulées avant que le médecin n'ait rendu l'avis d'inaptitude. Et il n'est pas possible de proposer efficacement aux salariés un autre poste qui va être approprié à ses nouvelles capacités de travail tant qu'on ne dispose pas des conclusions écrites du médecin du travail. Donc, lorsque vous allez proposer un poste de reclassement avant de disposer des conclusions du médecin du travail et que le salarié accepte ce poste, en fait, l'acceptation du poste de reclassement, finalement, elle est dépourvue de toute portée. Donc, le salarié qui a accepté un poste de reclassement avant la visite de reclassement va tout à fait pouvoir ensuite refuser, après cette visite, le poste que vous lui aviez proposé en amont. Donc, c'est pas utile de se précipiter à vouloir formuler des offres de reclassement avant d'avoir eu les conclusions du médecin. Et pourtant, dans la pratique, eh bien, souvent les employeurs proposent des postes de reclassement avant d'avoir le compte rendu du médecin du travail. D'accord, merci beaucoup. Il y a un autre acteur dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup du médecin du travail, on a parlé du salarié, de l'entreprise, mais il reste le CSE. Et est-ce que l'employeur doit consulter le CSE avant de proposer un reclassement?
Alors effectivement, oui, quand vous souhaitez proposer un poste ou plusieurs postes de reclassement aux salariés inaptes, vous devez au préalable consulter le comité social et économique. Donc là, le CSE va être sollicité pour avis sur l'emploi en fait que vous souhaitez proposer aux salariés. La consultation du CSE, il faut savoir qu'elle doit avoir lieu après que le médecin du travail ait délivré l'avis d'inaptitude, mais avant de faire toute proposition aux salariés. Donc en fait, le CSE intervient entre l'avis d'inaptitude et entre la proposition de reclassement. En revanche, sachez que l'avis qui est rendu par le CSE, il est seulement consultatif. Donc, c'est-à-dire qu'il ne vous lie pas. Donc, vous restez libre en fait de proposer ou non le poste en question aux salariés, même si le CSE s'y oppose. Rien ne vous empêche de proposer quand même ce poste. Et il y a quand même une situation dans laquelle vous n'êtes pas tenu de consulter le CSE. C'est lorsque le médecin du travail vous dispense de toute recherche de reclassement. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, c'est lorsque vous aurez en fait sur l'avis d'inaptitude l'une des deux mentions qui figurent dans le code du travail. Là, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'obligation de reclassement, donc vous n'êtes pas évidemment tenu de consulter le CSE. Aussi, le CSE n'a pas à être consulté évidemment lorsque vous n'en avez pas dans votre entreprise. Oui. On a 2 questions. Armel, Alexandra vient d'y répondre. Joanne, doit-on consulter le CSE si pas de reclassement possible? Et ben du coup, si oui, effectivement, si il n'y a pas les deux mentions, l'une des deux mentions du médecin du travail, vous n'êtes pas dispensé d'office. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez pas, comment dire, de solution de reclassement pour le salarié, vous devez quand même informer au moins le CSE qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement disponible, mais ce ne sera pas une consultation pour avis sur un poste puisque vous n'en avez pas. Mais c'est bien quand même de l'informer qu'il n'y a pas de reclassement possible. Et donc, s'il n'y a pas de CSE, il n'y a pas de procédure particulière. On ne fait rien. Non, pas de CSE, pas de consultation. Alors, moi, je voulais vous parler d'un dossier aussi qu'on a sur le site de Jury Travail, qui est un dossier sur le licenciement pour inaptitude dédié à la consultation du CSE. Marine va vous partager le lien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Jury Travail. Vous verrez, il y a plein d'informations. Et il y a une dernière question de Céline. Et si le salarié a une RQTH et qu'il est déclaré inapte, j'imagine. Alors là, ça va être deux terrains un peu différents. Est-ce que s'il a une RQTH, on doit consulter le CSE, Oui, c'est ça la question? C'est ça, oui. Dans tous les cas, oui, bien sûr. À partir du moment où vous pouvez proposer un poste de reclassement, il faudra consulter le CSE. Et en plus, le fait que le salarié se voit attribuer une RQTH, ça vous dispense pas de consulter quand même le CSE sur le poste. Au contraire, c'est même plus que nécessaire pour trouver un poste qui soit adapté du mieux possible aux nouvelles capacités du coup du salarié. Ok, alors attends, on va revenir parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, il y a le cas où il n'y a pas de CSE. Dans ce cas-là, on ne fait rien. Il n'y a pas de courrier non plus à envoyer. Enfin, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de CSE, donc on ne contacte personne. S'il n'y a pas de poste de reclassement possible, on contacte le CSE. On est obligé de faire une réunion ou on peut juste leur envoyer un mail ou un courrier pour les prévenir. Après, sachant que c'est pas forcément obligatoire de devoir l'informer qu'il n'y a pas de poste disponible, il me semble pas. La consultation, pour avis, elle est nécessaire lorsque vous voulez proposer un poste de reclassement. Mais si là, il n'y a pas de poste de reclassement, c'est simplement pour l'en informer. Donc après, il n'y a pas besoin de faire une réunion avec le CSE pour ça. Vous pouvez l'informer soit par écrit, soit par mail, en ayant une trace, évidemment, que vous aviez bien informé le CSE. Mais alors, et donc, ma question est, Joanne qui demande, quand le médecin du travail précise cette mention, je ne dois ni informer ni consulter le CSE. C'est bien ça? C'est ça. Quand il y a eu l'une des deux formulations sur l'avis, pas besoin de consultation. Oui. Et alors, il y a
Question sur le RQTH. Ma question était, si le salarié a une RQTH, pas de CSE, est-ce qu'il y a une procédure particulière pour ce salarié avec RQTH? Donc, c'est quand il se voit attribuer une RQTH suite à une inaptitude, en fait, ou est-ce qu'il l'avait déjà avant? Je ne sais pas. Bon, Céline, Parce pour que la de question toute sur façon, Oui, pardon, vas-y. La RQTH, de toute façon, c'est quelque chose qui est distinct. Oui. C'est pas parce que le salarié se voit attribuer une RQTH que il ne pourra pas être classé sur un autre poste. En fait, c'est simplement qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte par rapport au handicap, mais ça n'empêche pas de reclasser un salarié qui a une RQTH de toute façon. Donc, s'il y a un poste disponible dans l'entreprise, RQTH ou pas, de toute façon, il faudra consulter le CSE pour avis. Ouais, la procédure est la même. Céline, si Oui. vous voulez compléter votre question, n'hésitez pas à utiliser le bouton «J'ai une question» et puis un juriste qui vous rappellera. Il est déjà 44, on a encore 2 parties à voir, donc on va pas pouvoir prendre toutes les questions. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton «J'ai une question» et nos juristes vous rappelleront. Je passe donc à la question suivante. Comment formaliser la proposition de reclassement aux salariés déclarés inaptes? Alors, dans le code du travail, le code du travail n'exige pas en fait que les propositions de reclassement soient faites par écrit. Vous pouvez tout à fait proposer aux salariés les postes, lors d'un échange oral, mais c'est quand même mieux de formaliser ces propositions de reclassement par écrit, puisqu'en fait, ça va vous permettre de justifier de la réalité et du sérieux des recherches de reclassement en cas de contentieux notamment. Et par contre, lorsque l'offre de reclassement entraîne une modification du contrat de travail du salarié, là, je le précise, c'est important, il va falloir obtenir l'accord express du salarié. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de formaliser cette proposition par écrit. Et également, il vous faudra obtenir l'accord du salarié par écrit si jamais il accepte l'offre de reclassement. Et il faudra rédiger aussi également un avenant à son contrat de travail. D'accord. Très clair, merci beaucoup. Et tout à l'heure, on parlait des risques. Que risque l'employeur qui ne cherche pas à reclasser son salarié? Alors, si le salarié est licencié pour une aptitude professionnelle alors que vous n'avez pas respecté votre obligation de reclassement, vous encourez une sanction, évidemment. Il faut savoir que le licenciement ne sera pas frappé de nullité, il ne sera pas nul, mais le salarié va pouvoir contester la légitimité de son licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise avec le maintien des avantages acquis avant la rupture du contrat. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, ou si la réintégration n'est pas possible, dans ce cas-là, le juge va pouvoir décider en cas de contentieux d'octroyer au salarié une indemnité qui est au moins égale à 6 mois de salaire. Et évidemment, cette indemnité, elle est à votre charge. Si par contre, le licenciement est prononcé pour une inaptitude non professionnelle. Là encore, le licenciement ne sera pas nul, mais par contre, il sera sans cause réelle et sérieuse. Donc là, le salarié va pouvoir prétendre à une indemnité dont le montant minimal et le montant maximal sont fixés par un barème qui varie en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le fameux barème Macron. Très bien, merci beaucoup. Sur les différents délais, on y reviendra après, donc je ne prends pas les questions. Par contre, j'ai oublié une question tout à l'heure quand on faisait le résumé de dans quel cas il faut, quelle procédure pour qui. Ici, on est dans le cas de la question d'Annabelle. Pour un salarié protégé, comment ça se passe pour un salarié protégé? Par rapport à l'obligation de Ouais, reclassement? l'obligation de reclassement, pardon. Alors évidemment, il va falloir consulter le CSE et il faudra certainement aussi en informer l'inspection du travail, puisque vous savez que si jamais le reclassement est refusé par le salarié ou s'il n'est pas possible, avant de licencier le salarié protégé, du coup, vous devez obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Désolée Annabelle, du coup, quand j'ai essayé de résumer, la question est est passée. On va passer à la quatrième partie. Que faire lorsque le salarié inapte refuse la proposition de reclassement? Donc la première question de cette partie, c'est: le salarié inapte a-t-il le droit, d'ailleurs, de refuser une offre de reclassement?
Alors oui, effectivement, le salarié a tout à fait le droit de refuser une offre de reclassement, peu importe que cette offre de reclassement soit ou non conforme aux conclusions et aux recommandations du médecin du travail. Alors j'apporte une précision qui est importante ici. Il faut savoir que le refus du salarié peut être explicite ou non. Donc dans ce dernier cas, donc lorsque le refus n'est pas explicite, en fait le silence du salarié emporte refus de la proposition qui lui a été faite. Donc si le salarié ne vous fait pas de retour sur la proposition que vous lui avez faite, il faut considérer que c'est un refus de sa part. Néanmoins, dans certains cas, le refus du salarié peut être aussi abusif. Et là, du coup, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être préjudiciables pour lui, notamment financières, et on va y revenir. Et du coup, ça revient aux questions des délais. Est-ce qu'il y a un temps de réflexion, un délai auquel il faut qu'on pense quand on propose une offre de reclassement? Alors, il n'y a pas de délai qui est fixé par le Code du travail. Alors, délai pour le salarié ou pour l'employeur? Les deux. Ok, alors pour le salarié, il n'y a pas de délai particulier qui est fixé par le Code du travail, mais il faut quand même lui laisser un délai raisonnable, le temps voilà, qu'il puisse réfléchir à tout ça. Donc un délai raisonnable, on peut partir sur une 10-15 jours. Tout va dépendre aussi de la complexité du reclassement. Et pour l'employeur, alors il me semble qu'on va y revenir un peu plus tard dans la webconf, mais concrètement, il n'y a pas de délai dans le Code du travail, mais il faut quand même faire attention, puisque si au bout de 1 mois, à la suite de l'avis d'inaptitude, vous n'avez ni reclassé ni licencié votre salarié, vous allez devoir en fait reprendre le versement du salaire, puisque, enfin, je vais peut-être pas trop en dire maintenant, mais le premier mois, vous n'avez pas à rémunérer le salarié. On va y revenir. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, dans quel cas peut-on dire que le refus de l'emploi de reclassement par le salarié inapte est abusif? Alors, donc la loi, elle nous dit pas qu'est-ce qu'un refus abusif. Donc ça, évidemment, c'est les juges qui l'ont un petit peu défini avec la jurisprudence. Tout dépend aussi des circonstances, mais pour vous donner quelques exemples, donc les juges ont estimé que le refus du salarié était abusif lorsque plusieurs propositions de reclassement qui étaient conformes avec les capacités physiques du salarié ont été faites et qu'il n'a pas pris la peine d'y répondre. Donc là, c'était un refus implicite et on considère que c'est abusif puisque les propositions étaient conformes et qu'il n'y a pas répondu. Okay. Les juges ont aussi considéré que était un refus abusif le poste qui a été refusé sans motif légitime alors qu'il répondait aux capacités physiques du salarié conformément aux indications du médecin du travail et qu'en plus ce poste était comparable à celui qui était précédemment occupé. Donc là, le salarié, cette fois-ci, a bien répondu, mais il a refusé alors que pourtant, tous les indicateurs étaient au vert. Et à contrario, les juges estiment que le refus du salarié est justifié lorsqu'il va entraîner, par exemple, lorsque le reclassement va entraîner des modifications de son contrat de travail, donc que ce soit en termes de salaire, de qualification, de durée du travail. Même si le poste est conforme aux recommandations du médecin, on peut considérer que le refus n'est pas abusif à partir du moment où il modifie un des paramètres, un des éléments essentiels du contrat de travail. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra. Un employeur peut-il licencier un salarié en raison de son refus du poste de reclassement proposé? Alors, tout à fait, oui. Vous pouvez rompre le contrat de travail du salarié inapte si celui-ci refuse l'emploi que vous avez proposé. À partir du moment où vous avez loyalement proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, donc au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation, d'aménagement, de transformation de poste, et que cet emploi prend en compte les préconisations et les indications du médecin du travail. Dans ce cas-là, on considère que votre obligation de reclassement est satisfaite. Vous avez bien rempli votre obligation de reclassement. Et à partir de ce moment-là, le refus d'un poste, de ce poste-là que vous aurez proposé, suffit à motiver le licenciement pour inaptitude et vous n'avez pas besoin de rechercher et de proposer d'autres postes aux salariés. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas non plus dans l'obligation de proposer aux salariés tous les postes vacants dès lors qu'ils ne correspondent pas aux recommandations du médecin du travail et qu'ils ne sont
pas comparables au poste précédemment occupé. Ça ne sert à rien de proposer tout type de poste si ça ne correspond pas à ce qui a été recommandé par le médecin du travail. Ça marche, merci beaucoup. Si le salarié refuse les propositions de reclassement car il estime qu'elles ne sont pas conformes aux recommandations du médecin du travail. Alors là, on est dans un cas différent. Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé parce qu'il estime justement que ce n'est pas compatible avec les conclusions du médecin du travail, vous allez devoir prouver au salarié que vous avez bien respecté les indications qui étaient formulées par le médecin du travail. Donc, comment lui prouver en pratique lui expliquer que le poste qui est nouvellement proposé correspond à l'ancien poste en relevant les critères, les fonctions, les tâches effectuées, les aménagements qui peuvent être proposés, mais lui démontrer que c'est bien comparable. Si le salarié refuse toujours, malgré vos explications et les preuves que vous pouvez lui joindre, d'accepter le poste proposé, dans ce cas-là, il va falloir que vous sollicitiez de nouveau l'avis du médecin du travail. Donc, le médecin du travail va étudier les propositions de reclassement que vous avez faites aux salariés. Et donc là, il y a deux situations qui vont se présenter. Soit le médecin du travail estime que vos propositions ne sont effectivement pas conformes aux préconisations qu'il avait faites à la base. Et dans ce cas-là, vous allez devoir rechercher de nouveau un poste de reclassement. Si vous n'y parvenez vraiment pas, dans ce cas-là, vous allez pouvoir licencier le salarié pour une inaptitude et impossibilité de reclassement. D'accord. Si le médecin du travail estime que les propositions de reclassement que vous avez formulées sont conformes à ses recommandations de base, dans ce cas, vous pouvez procéder directement au licenciement du salarié qui refuse le poste de reclassement. D'accord, merci beaucoup. Pour tout ce qui concerne les indemnités, on y revient juste après. Donc, on va continuer sur justement quelles sont les conséquences financières en cas de refus abusif d'un poste de reclassement par le salarié dont l'inaptitude est professionnelle. Alors, le refus du poste proposé ne permet pas de licencier le salarié pour faute grave. Par contre, il peut avoir des conséquences sur les indemnités de licenciement qui sont versées lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle. Je vous rappelle que normalement, je vous le disais tout à l'heure, en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, vous devez verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement. Lorsque le refus du salarié est abusif, vous n'avez pas à verser au salarié l'indemnité spéciale de licenciement. Vous devez seulement lui verser l'indemnité légale de licenciement classique. Vous n'avez pas à doubler ce montant. D'accord, merci beaucoup. On va passer maintenant à la procédure de licenciement pour inaptitude. Quelle procédure l'employeur doit-il mettre en œuvre pour licencier un salarié pour inaptitude? Alors, si on résume rapidement, on a dit tout à l'heure, il y a 3 cas dans lesquels le licenciement pour inaptitude peut intervenir. À défaut de reclassement sur un nouveau poste, car vous êtes dans l'impossibilité de proposer un poste compatible. À défaut de reclassement sur un nouveau poste parce que le salarié a refusé vos propositions ou parce que l'avis du médecin du travail mentionne l'une des deux mentions qu'on a vues tout à l'heure. Oui. J'apporte une précision aussi. Lorsque vous vous trouvez dans le premier cas, donc quand vous n'avez pas de poste de reclassement disponible, vous devez faire connaître par écrit en amont les motifs qui s'opposent à son reclassement. Donc, vous devez faire connaître au salarié par écrit avant de le licencier pour quel motif vous ne pouvez pas lui proposer de poste de reclassement. Et il faut savoir qu'un manquement à cette obligation peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'est important de respecter cette information-là avant de poursuivre la procédure. Okay. La procédure justement du licenciement que vous devez respecter en cas d'inaptitude, c'est celle qui est applicable pour tout licenciement pour motif personnel. Donc en gros, pour résumer les grandes lignes, vous devez convoquer le salarié inapte à un entretien préalable et l'informer aussi de la possibilité qu'il a de se faire assister au cours de cet entretien. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous faire assister si votre salarié se fait assister lui-même. Vous devez ensuite laisser s'écouler au moins 5 jours ouvrables entre la convocation à l'entretien et le déroulement de celui-ci. D'ailleurs, si le salarié est absent lors de l'entretien, la procédure continue, elle ne s'arrête pas.
Vous devez ensuite notifier son licenciement au salarié. Donc là encore, il y a un délai à respecter. La notification du licenciement, elle ne peut pas avoir lieu moins de 2 jours après l'entretien. Donc vous devez laisser écouler au moins 2 jours. Et donc le contrat de travail, il sera rompu à la date de notification du licenciement. Et une dernière précision importante, si le salarié inapte est un salarié protégé, je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas du coup d'avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Oui, tout à fait. Vous pouvez trouver sur juritravail.com différents modèles de lettres, et notamment un modèle de lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude. Je ne sais pas si Marine, tu as le lien, mais je peux vous le partager. Ce modèle va vous permettre de gagner du temps et d'éviter les erreurs, parce que c'est vrai que concernant les délais ou les formulations, c'est toujours intéressant d'avoir des modèles précis rédigés par nos juristes. Alors, on parlait de délai tout à l'heure. Existe-t-il un délai à respecter pour licencier le salarié déclaré inapte? Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure. Il n'y a pas de délai fixé par le Code du travail, mais vous avez l'intérêt de reclasser le salarié ou de le licencier dans le délai des 1 mois qui suivent la notification de l'avis d'inaptitude, parce que du coup, si vous ne le licenciez pas ou vous ne l'avez pas reclassé dans ce délai de 1 mois, vous allez devoir reprendre le versement du salaire. Et même si le salarié a refusé une proposition de reclassement que vous lui avez faite. Parce qu'en fait, donc je vous le rappelle, un salarié qui est déclaré inapte à son poste, il ne peut plus occuper ce poste. Et donc, son contrat est suspendu. Et le contrat est suspendu le temps d'être licencié ou de se voir proposer un poste de reclassement. Et donc, en fait, pendant ce premier mois-là, vous n'avez pas l'obligation de maintenir sa rémunération. Mais à l'issue de ce premier mois, par contre, s'il n'est pas licencié ni reclassé, vous devez, quoi qu'il arrive, reprendre le versement du salaire. Donc, voilà pourquoi souvent on entend qu'il y a un délai de 1 mois pour licencier le salarié pour inaptitude. Très clair. L'employeur peut-il licencier un salarié déclaré inapte pour un autre motif que l'inaptitude? Alors non, c'est pas possible. Lorsque le salarié est déclaré inapte, c'est impossible de le licencier pour un autre motif. Vous devez obligatoirement engager une procédure de licenciement pour inaptitude. À partir du moment où l'inaptitude du salarié a été médicalement constatée, vous ne pouvez pas, par exemple, le licencier pour absence prolongée, désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, même si en l'état c'est réellement le cas. Vous ne pouvez pas non plus prononcer un licenciement pour faute, même si vous aviez engagé une procédure disciplinaire contre le salarié avant que le médecin du travail le déclare inapte. Parce que le licenciement, dans ce cas-là, serait sans cause réelle et sérieuse. Oui, d'accord, très clair. Comment motiver le licenciement au sein de la lettre de notification de licenciement? Alors, donc tout va dépendre l'origine du pourquoi vous le licenciez. Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qui mentionne l'une des 2 mentions dont on parle depuis le début. Dans ce cas-là, c'est pas nécessaire que la lettre de licenciement mentionne l'impossibilité de reclassement, puisque vous n'avez pas d'obligation. Là, il s'agit vraiment de motifs autonomes de licenciement qui vous dispensent de l'obligation de reclassement et donc vous pouvez, par exemple, écrire dans votre lettre de licenciement que le salarié est licencié puisque suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui mentionne que la mention, votre maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à votre état de santé. Du coup, le reclassement n'est pas nécessaire. Donc là, c'est un motif autonome. Par contre, veillez bien à ce que l'avis d'inaptitude comporte bien l'une des 2 mentions. Ça, c'est vraiment important. Voilà, même s'il y a eu une petite tolérance de la Cour de cassation en février 2025, veillez bien quand même à noter cette mention-là dans votre courrier. Ensuite, si l'impossibilité de reclassement, elle s'explique par le refus du poste proposé. Ce refus constitue désormais un motif de licenciement pour inaptitude à part entière. Le refus d'un poste de reclassement peut à lui seul justifier le licenciement pour inaptitude, à condition que vous ayez proposé au salarié un poste conforme aux préconisations et indications du médecin du travail. Ça, la Cour de cassation l'a admis dans un arrêt pareil qui est très récent, qui date du 5 mars 2025. Et donc, elle a admis que le refus d'un seul poste
poste de reclassement conforme suffit à justifier que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que ce refus est un motif de licenciement pour inaptitude. Et enfin, quand l'impossibilité de reclassement, cette fois, s'explique par le fait que les recherches menées pour trouver un poste aux salariés sont restées infructueuses, là, par contre, attention, il faut faire mention dans la lettre de licenciement, non seulement de l'inaptitude, mais également de l'impossibilité de reclasser celui-ci. La lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, elle peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Donc c'est pourquoi il faut bien mentionner dans la lettre l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement. Là, il faut bien mettre les deux, pas seulement l'inaptitude, bien mentionner l'impossibilité. Ça marche, merci beaucoup. Je vais lancer le sondage et comme ça, on va pouvoir prendre quelques questions. Donc, le dernier sondage de cette webconférence, c'est cette question. L'employeur qui licencie un salarié pour inaptitude peut exiger qu'il effectue un préavis. Ce qui me permet de prendre quelques questions. Si tu veux bien, Alexandra, parce que là, on a un peu de retard sur les questions. Il y avait une question. Si le salarié ne se présente pas à l'entretien préalable au licenciement, qu'est-ce qui se passe ? La procédure continue. Ouais. Son absence n'arrête pas la procédure. On poursuit. Tant pis pour lui. Voilà. Un salarié en suspension de salaire pour inaptitude nous demande de poser des congés à la place, mais si le contrat est suspendu, ce n'est donc pas possible. Donc, il a été déclaré inapte, le contrat est donc suspendu. Est-ce qu'il peut quand même poser ses congés ? Pour moi, non. Non, je ne pense pas. À partir du moment où le contrat est suspendu, non, il ne sera pas possible de poser des congés. Du coup, ça répond aussi à la question de Marie. Est-ce qu'il est possible de mettre le salarié en CP durant le mois sans salaire à sa demande ? Comme on doit reprendre le salaire au bout d'un mois, doit-on arrêter la pose de ses congés à partir de cette date ? Oui. Comme le contrat est suspendu, pour moi, la pose de congé, c'est pas possible. Et puis pareil, le décompte du nombre de jours de congé, c'est pas possible non plus. Non. Qu'est-ce qu'il faut préciser depuis 2025 ? J'ai loupé la phrase d'avant, désolée. Ça, c'est Laure. Ça, c'était par rapport à la loi du 5 mars 2025. Voilà, c'est un arrêt, oui, de la Cour de cassation. C'était quoi déjà que je disais ? Quand l'impossibilité de reclassement s'explique par le refus du poste proposé, ce refus constitue un motif de licenciement pour inaptitude à part entière. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, dans la lettre de licenciement, vous n'avez pas besoin de préciser. Enfin, vous pouvez simplement mettre comme motif dans la lettre de licenciement que le salarié est licencié pour inaptitude suite à son refus de poste de reclassement proposé. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir mettre, voilà, il y a 96% de faux à la question. L'employeur qui licencie un salarié pour inaptitude peut exiger qu'il effectue un préavis, et donc c'est faux, effectivement. Effectivement, oui. Le salarié inapte, il n'est pas dans la possibilité physique ou mentale de travailler, donc on ne peut pas attendre de lui, évidemment, qu'il fasse un préavis. Le contrat de travail, dans ce cas-là, il prend fin dès la notification du licenciement, donc généralement à la date d'envoi de la lettre. Et faut savoir aussi que vous n'avez pas à verser d'indemnité compensatrice de préavis, mais attention, quand il s'agit d'une inaptitude professionnelle, vous devez par contre verser à votre salarié une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, même s'il n'y a pas de préavis, vous devez quand même, en cas d'inaptitude pro, verser cette indemnité compensatrice. Et il faut savoir aussi que la durée du préavis, qui logiquement aurait dû être suivi, même s'il n'est pas exécuté, elle est prise en compte pour calculer l'indemnité de licenciement. Oui, très clair. Merci beaucoup. Il nous reste 2 questions. Il y a beaucoup de questions. Je vous encourage vraiment à utiliser le bouton « J'ai une question » parce qu'on ne pourra pas toutes les prendre. Vous étiez encore nombreux sur cette webconférence, donc on a eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « J'ai une question », posez votre question directement via le formulaire et on vous recontactera. La question suivante, c'est quel est le montant de la prime de licenciement due aux salariés en cas de licenciement pour inaptitude ?
Donc, bon, on en a déjà plusieurs fois parlé, mais l'indemnité, voilà, si c'est une indemnité professionnelle, une inaptitude, pardon, professionnelle, donc l'indemnité est égale au double de l'indemnité de licenciement. Si c'est une inaptitude non professionnelle, c'est égal à l'indemnité de licenciement classique. Et donc, pour rappel, cette indemnité de licenciement, elle est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et à un tiers de mois de salaire pour les années d'ancienneté à partir de 10 ans d'ancienneté. N'oubliez pas aussi de consulter la convention collective qui peut éventuellement s'appliquer dans votre entreprise, puisque si elle prévoit une indemnité plus favorable, évidemment, vous devez appliquer cette indemnité plus favorable aux salariés. Cette indemnité spéciale, en cas d'inaptitude professionnelle, elle est versée sans condition d'ancienneté, alors que l'indemnité de licenciement classique, si c'est une aptitude non professionnelle, là par contre elle est versée au bout de 8 mois d'ancienneté. Le salarié aussi, évidemment, doit bénéficier de son indemnité compensatrice de congés payés, peu importe l'origine de l'inaptitude. Donc ça, au titre des congés qu'il n'a pas pu poser avant d'être licencié, justement, avant d'être déclaré inapte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, non, c'est déjà bien. Et par rapport au préavis? Le préavis, du coup, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de préavis à effectuer, mais vous devez par contre, en cas d'inaptitude professionnelle, verser une indemnité compensatrice qui est égale justement au montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Donc en fait, il faudra, voilà, en fonction du préavis qui s'applique au salarié, qui aurait dû s'appliquer s'il avait été licencié pour un autre motif que l'inaptitude, et dans ce cas-là, on tient compte en fait de ce préavis qui habituellement s'applique et on en tient compte pour calculer le montant de cette indemnité compensatrice qui est due en cas d'inaptitude professionnelle. D'accord. Il y a Céline qui réagit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et elle met: c'est étrange que le salarié ne puisse pas poser de CP car il n'a pas de revenu dans ce cas entre l'avis d'inaptitude et le licenciement. Et beaucoup d'entreprises mettent en place des congés payés. Alors, peut-être que dans la pratique, les entreprises mettent effectivement des congés payés, autorisent le salarié à le faire. Dans le code, ce n'est pas prévu. Après, généralement, quand le salarié est déclaré inapte, il va se rendre chez son médecin. Oui. Et s'il est inapte, il ne peut plus travailler. Donc, généralement, il va se rendre chez son médecin traitant qui va lui prescrire un arrêt. Donc, il sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières. Ouais. C'est pour ça que, généralement, on ne pose pas de congés payés. D'accord. Merci beaucoup. La dernière question, il est déjà 15h10. Comme d'habitude, Alexandra, on a dépassé. On n'arrive pas à pas prendre de questions. C'est compliqué parce que on n'a pas envie de Non, c'est pas ça. C'est qu'on a beaucoup de questions et j'ai pas envie de décevoir nos participants. Donc, j'essaie de répondre, de te poser le maximum de questions et à chaque fois, ça fait décaler. Donc, la dernière question, c'est celle-ci. L'employeur peut-il conclure une rupture conventionnelle avec un salarié inapte ? Oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Juste, voilà, bien faire attention qu'il n'y ait pas de fraude ou de vice du consentement pour que la rupture conventionnelle soit valable. Mais ça, c'est comme toujours, hein, c'est habituel. Donc ça, c'est la Cour de cassation qui s'est positionnée là-dessus. Alors, j'ai plus en tête la date de l'arrêt, mais cette décision avait été prise pour un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail. Mais voilà, on peut tout à fait, on peut légitimement considérer que cette décision s'applique également en cas d'inaptitude non professionnelle. Donc voilà. Et juste, si je peux me permettre, Élodie, je voudrais faire un petit erratum de début de webconférence. Il y a une personne qui a demandé si en cas d'accident de trajet, c'était une inaptitude pro ou non pro. Alors, l'accident de trajet, il est assimilé à un accident du travail. Mais en matière d'inaptitude, je reprécise les choses, on va partir sur une procédure d'inaptitude non professionnelle en cas d'accident de trajet. Donc, avec toutes les conséquences que ça implique, il n'y aura pas de doublement d'indemnité de licenciement. Ce sera une indemnité de licenciement classique, comme pour une maladie ou un accident ordinaire. Voilà. D'accord. Donc, je tenais à repréciser ça parce que c'était pas très clair.
Merci beaucoup, Alexandra, pour cette précision. Donc, on arrive à la fin de cette webconférence. Je vous remets le lien vers notre dossier qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit et vous apporte aussi, en plus des modèles de lettres qui vont vous faire gagner du temps. Voilà, c'est un vrai support pour suivre tout le parcours. Vous voyez que c'est quand même un sujet qui est compliqué, le licenciement pour inaptitude. Il y a beaucoup de choses à vérifier et des procédures pas à pas avec les notions de délai dont on a pu parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite également à nous écrire directement. Marine vous met aussi le lien pour que vous puissiez nous envoyer vos questions. Nos juristes vous répondront. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi tester notre abonnement. Les prochaines webconférences, ce sera à la rentrée. La prochaine, c'est le 16 septembre avec Alexandra sur les contrats à temps partiel et les heures complémentaires. Et ensuite, ce sera Kevin le 2 octobre sur les temps de travail, les forfaits jours et le télétravail. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous. Vraiment, on est toujours ravis d'organiser ces webconférences avec Alexandra. Surtout, merci Alexandra pour tout ce que tu nous as partagé, ton expertise et ton savoir-faire. On espère que cette webconférence vous a été utile et qu'elle vous a apporté des réponses claires et concrètes. Vous pouvez donc continuer. Merci. Ah, pardon, vas-y. Merci à tous du coup pour votre attention et puis Elodie et Marine pour l'animation. En tout cas, avec Alexandra, on voulait vous dire qu'on est toujours contente et ravie d'organiser ces webconférences avec vous, pour répondre à vos questions. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est des sujets qu'on nous pose souvent par téléphone de la part de nos clients. Et puis voilà, on est vraiment heureuse de partager ce moment avec vous tous les 15 jours. Si vous avez envie de nous laisser un petit mot ou un avis, c'est très simple. Il y a le petit outil pour le faire directement à la fin de la webconférence. Marine peut aussi vous partager un lien où vous pouvez nous laisser un commentaire. Donc, merci encore à tous pour votre écoute, votre attention, toutes vos questions. Et puis, à très bientôt sur jurytravail.com. Au revoir, merci. Au revoir.